ils sont chauds. Ah oui, ils sont chauds. Et là, alors, moi je vais commencer par vous donner une note, hein, même avant la note de l'invité, vous avez déjà 9,50 sur 10. Alors, on est bel et bien à Bobo Dioulasso. Quand on a décidé de faire cette émission ici, dans la belle cité de Sia, et laissez-moi vous dire, c'est la plus belle capitale du Burkina. Mais il faut bien dire d'abord, et quand le public vous regarde, on se demande, mais on est en face de quel public? C'est UKO. U pour Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Mais on va vous applaudir. Qui vient au grand fauteuil? Le siège est vide et c'est la grande question. Des fois, l'influence du papa peut être comme une bénédiction. Et l'homme a un père chroniqueur sportif. Ici, à Bobo Dioulasso, l'un des premiers, si ce n'est le premier. Et lui, malheureusement, ne va pas connaître le père parce que, à l'âge de 10 mois déjà, son père était parti. Une aventure qui tourne progressivement à l'adversité. Il va faire son chemin et devenir un footballeur professionnel. Aujourd'hui, l'homme n'est plus sur les gazons, il est plutôt dans sa reconversion. Homme d'affaires, mais aussi homme de cœur, qui a pensé à créer un centre de football. Mesdames et messieurs, c'est un digne fils de Bobo Dioulasso. Il s'appelle Rahim Ouedraogo. Nom, Ouedraogo. Prénom, Rahim. Né le 8 octobre 1980 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso. Notre invité est marié depuis 2003 avec la charmante Peggy qu'il rencontre en 2002. Ensemble, ils ont 3 garçons. Mais revenons au début de son histoire. L'ancien international burkinabé a passé son enfance à taper dans le ballon rond, histoire de faire comme les grands frères du quartier. Ses années lycée riment avec les compétitions sportives interscolaires. Son destin est scellé quand il découvre l'international argentin Redondo, qui devient par la suite son idole. En effet, l'invité du grand fauteuil choisit entre passer son baccalauréat et devenir footballeur professionnel. Le milieu de terrain stopper opte pour le ballon rond. Le premier club à tirer profit de son talent est l'association sportive des fonctionnaires du Burkina, ASFB, dont il fait les beaux jours au milieu des années 90. Une décennie qui lui porte bonheur, puisqu'en 1999, il est remarqué et sélectionné dans l'équipe nationale du Burkina, les Étalons. Il y reste jusqu'en 2004. Entre-temps, il entame une carrière internationale qui le conduira en Hollande, en Grèce et en Turquie. Pendant ces années, il remportera le championnat de la 2e division hollandaise, la Coupe des Pays-Bas, et avec les Étalons, il obtient une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Puis vient l'heure de la retraite, qui approche à grands pas. En 2010, Rahim Ouedraogo prend sa retraite et se lance dans les affaires. Un an plus tard, l'ex-capitaine des Étalons ouvre une société de transport qu'il baptise Rahimo. Cette société existe selon lui pour pallier au manque dans le secteur des transports et surtout pour créer de l'emploi. À côté de ses affaires, l'ancien défenseur réalise son rêve, la création d'un centre de formation qu'il baptise du nom de son père, Nouraogo Ouedraogo. Le principal objectif de ce centre est de donner une chance aux jeunes talents, en attendant de découvrir le prochain Alain Traoré et d'ouvrir d'autres lignes avec sa compagnie. Rahim Ouedraogo a accepté de se prêter au jeu des questions-réponses du commandant Papus et de son chroniqueur. Ouais. Et comme d'habitude, celle qui vient installer notre invitée est une belle princesse. Elle a été choisie avec tous les soins de l'UKO. Elle a la taille, elle est belle, elle a le teint, elle a des yeux dorés. Mesdames et messieurs, voici Myriam Lenyami. Merci Myriam. Les amis, on va s'asseoir. Et on va planter ce décor avec mademoiselle Myriam. Bonjour. Merci d'être venu au café.
Bonjour à tous. Bonjour Raïm Ouedraogo. Bonjour. On sait de vous que vous êtes un international burkinabé. Vous étiez le capitaine de l'équipe nationale. Vous vous êtes réinvesti depuis peu dans les affaires. Vous avez une école de football, oui, ainsi qu'une société de transport. Oui. Ce qu'on sait de vous, je l'ai déjà cité. Mais ce qu'on ne sait pas, Papus Zongo, ainsi que ses chroniqueurs, vont vous poser des questions. Ces questions peuvent être embarrassantes, mais vous avez droit à 3 jokers que j'ai en ma possession. Ce qu'on espère de vous, c'est que vous ne les utilisez pas et que la franchise soit votre maître mot. Merci d'être venu pour partager ce café avec nous et je vous souhaite une bonne dégustation. C'est très clair. Applaudissements pour elle. Alors, ah oui, c'est très clair. Donc, on espère que Raïm va suivre vos conseils et qu'on va passer un très bon café. Mademoiselle Lengani, on doit préciser que vous faites droit. C'est pour déboucher sur quoi demain? J'ambitionne d'être avocate. Elle a la nuit d'une avocate, non les amis? D'accord. Donc, on sait aussi que c'est très sélectif au niveau des avocats, parce que le concours a pratiquement lieu des fois les 2 ans, des fois les 3 ans, hein, c'est selon. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et on espère vous retrouver peut-être dans les années à venir en train de défendre la cause de toute la jeunesse burkinabé en tant qu'avocate. Okay? Merci. On va vous retrouver tout à l'heure parce que vous reviendrez ici pour dire à Raïm qu'est-ce qu'il a mérité. Oui. Dans ce café et vous lui donnerez la dernière note. Miss, à tout à l'heure, allez vous installer comme les autres. Applaudissements pour elle. Ah oui. Et celui qui vient maintenant, certains l'appellent le redoutable. C'est mon complice de tous les jours. Et je vous fais une confidence. Je suis allé au Gabon pour enregistrer une émission café. On m'a dit, mais vous avez un monsieur au café, il est très dangereux. Non, je me suis dit, non, il n'est pas si dangereux que ça. C'est l'homme qui aime fouiller dans la marmite pour voir un peu qu'est-ce qu'on cache à l'intérieur. Il viendra parce que sans lui, le café perd un peu aussi de sa saveur. On va l'appeler grand comme un vrai Bamileke. Il s'appelle Hervé. On l'a. Hervé, bonjour. Merci d'être venu au café. Merci également de m'inviter. Merci infiniment. On se déplace. Le café fait son entrée ici à Bobo-Dioulasso. Comment tu te sens? C'est un plaisir. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'une des plus belles villes. Mais moi, je dirais que c'est la plus belle ville du Burkina Faso. Merci Hervé. Raïm Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Et ce matin? Ouais, tout va bien. D'accord. Café, ça va mieux. Merci. Avant de commencer, j'aimerais dire quand même qu'on est en face de 2 publics. Il y a l'UCAO, mais il y a les pensionnaires de ta nouvelle école qui vient d'être créée. On va applaudir ces jeunes garçons qui sont avec nous. Et pour te dire, vous êtes né ici à Bobo-Dioulasso. D'une union entre un jeune Mouaga qui s'appelle Nouaga Ouedraogo. Alors lui, il se marie à une Somalienne. Ouais. Ben, à l'époque, la Somalie quand même était vue comme un pays de la misère. Voilà, un pays où il ne fait pas bon vivre. Un pays aussi où les soubresauts politiques mettent le pays un peu à mal. Donc, c'est dans une de ces tournées, puisqu'il était chroniqueur sportif, l'un des rares chroniqueurs sportifs, et en langue, c'est ce qui est épatant. À l'époque, il avait cette voix, il avait cette façon de raconter, d'expliquer, de commenter les matchs. Et malheureusement, vous n'allez pas, il ne va pas vous voir grandir. Parce que 9 mois après, 10 mois après, votre père décède. C'est douloureux pour un enfant de voir son père partir si tôt. Mais la mère, elle était armée de beaucoup de courage. Elle a compris qu'il fallait, vaille que vaille, élever ses enfants dans le courage, dans la difficulté, certes, mais aussi dans la dignité. Elle l'a fait, puisque
des années après, votre classe de terminale, vous avez estimé qu'il faut partir voir un peu d'ailleurs. Vous êtes parti sous les conseils d'un certain oncle, vous êtes parti en Hollande. Et là-bas, vous avez fait votre premier test. Test réussi. Vous commencez à mettre vos pieds dans le gazon des pros. Des équipes vont vous proposer des contrats. Vous allez aller en Turquie. Vous allez revenir à Hollande. Là, vous allez terminer votre carrière d'ailleurs. Et puis, on se rappelle de ce grand drapeau qui vous a été remis par le président du Faso à la Coupe d'Afrique 2004. Pour certains, ça a été un moment remarquable. Pour d'autres, ça a été très douloureux. Pour toi précisément. Parce que le peuple burkinabé a cotisé plus d'1 milliard de francs CFA. Et vous êtes revenu avec que dalle. Mais le foot, c'est aussi ça. Raïm Ouedraogo a poursuivi son chemin, plusieurs fois sélectionné dans les étalons du Burkina. Et aujourd'hui, vous êtes un homme au repos. Au repos sous le plan footballistique en tant qu'acteur sur le gazon. Mais Dieu seul sait que vous êtes en activité parce que vous êtes un homme d'affaires. On voit les cas de transport Raïmo. C'est une fierté pour tous les Burkinabés. Laissez-moi vous le dire. Vous devez le savoir d'ailleurs parce que certainement vos amis vous le disent en cachette. Et puis, ce qui nous a marqué tout dernièrement, c'est votre école de football. Vous nous avez dit en coulisses, mais pas plus, ce drapeau qui m'a été remis, nous ne l'avons pas honoré comme il se doit. Et c'est un peu comme une dette que vous devez au Burkina, à sa jeunesse, et vous avez fait cette école. J'aimerais qu'on applaudisse ce brillant. Et Monsieur Raïm disait que pour aller à l'école, vous marchez combien de kilomètres? Pour aller à l'école, 5 km. 5 kilomètres. Ah. Ouais, pour aller à l'école. Aujourd'hui, c'est difficile, hein, les jeunes. Même pour faire 1 kilomètre, on a besoin d'une moto. Alors, donc, sincèrement, votre enfance, elle a été comment, même si on l'a brossé un peu? Ça a été une enfance heureuse, puisque vous savez que même si on est dans la misère, en tant qu'enfant, on ne le sait pas. Puisque quand on vient à la maison à midi, on veut manger. On ne sait pas comment la maman fait pour vous donner à manger. Oui. Et après, on sort s'amuser avec les copains. Donc, ça a été une enfance heureuse, je peux dire. Oui. Pas dans le luxe, mais j'étais heureux. Mais quel souvenir vous gardez de votre père, vous qui ne l'avez pas connu si longtemps? Non, je ne l'ai pas connu. Et pour moi-même, c'est difficile d'être papa parce que je n'ai pas eu de père. J'ai eu qu'une maman. Okay. Et donc, j'élève mes enfants comme je peux et sans avoir d'exemple. Mais peut-être les exemples que j'ai vus de gauche-droite. Okay. Et je n'ai pas de souvenirs à part les échos, ce que les gens disent. Mais ce qui est important dans ça, je pense que tout homme qui fait de bonnes choses dans sa vie se racontera peut-être 50 ans, 60 ans plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire toujours de bonnes choses sur cette terre. Et quand vous partez en Europe pour la toute première fois, c'est vrai que dans le rêve, dans la tête de beaucoup de jeunes, l'Europe, c'est l'Eldorado. Et vous avez votre premier contrat. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En fait, quand j'ai pris l'avion, c'était la première fois de rentrer dans l'avion. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose, ça. Le petit bobolet que tu es. C'est ça. Et tu arrives au pied de l'avion. D'habitude, on voit l'avion en l'air. Ouais. Parce que c'était un rêve de rentrer dans l'avion. Ouais. Tu viens, tu vois un appareil qui est vraiment grand. Ouais. Tu rentres dedans, tu regardes tout. Tu ne peux pas dormir dans l'avion, bien vrai que c'était la nuit. Parce que tu veux vivre le moment. Ouais. Et arrivé, je me rappelle, arrivé à l'aéroport d'Amsterdam. Et ce qui m'a choqué, d'abord, je vois un jeune couple qui était en train de s'embrasser sur l'escalator. Wow. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, devant tout ce monde. Bienvenue en Europe. Voilà. Et quand on dit il fait froid, on est ici, on dit il fait froid en Europe, on se dit, avec notre mois de décembre, on sait ce que c'est que le froid. Et je me rappelle, j'ai pris mon sac en sortant de l'aéroport, puisque la porte tourne. C'est une porte qui tourne. Oui. Donc, quand je suis sorti directement de l'aéroport, je suis rentré encore à l'Émarité.
récupérer mes esprits. J'ai dit, bon, quand on dit il fait froid, je ne savais pas ce que c'était. Voici le froid. Voilà, donc je me suis préparé mentalement avant de ressortir. Donc c'est mes premiers souvenirs. Et je suis sorti, je devais prendre le train pour aller dans la ville où je devais aller. Je sors, je vois le taxi. D'abord, tu vois des Africains, tu penses qu'ils parlent français. Personne ne parle français, c'est anglais. Donc tu ne maîtrises pas l'anglais. Perdu. Et voilà, tu es là. Après, je sors, je vois le taxi. Et j'ai dit au taximètre, j'ai dit, je vais aller à la gare de train. J'ai vu dans son visage qu'il était surpris. Mais en tant que taximètre, il m'a pris. Il m'a amené dans une gare. J'ai pris le train parti. C'est après, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait le train en bas de l'aéroport. En bas de l'aéroport, juste à côté. Je ne savais pas, donc j'ai dépensé l'argent pour rien. C'est ça mes premiers Alors, donc ton premier match, ça va se passer comment? Mon premier match, c'était à PSV Eindhoven, mon premier match avec l'équipe première. PSV Eindhoven, qui est une très grande équipe. Donc je me rappelle, j'ai joué que 5 minutes. Les 5 dernières minutes, c'était pour savourer. Mais pour moi, c'était du bonheur. Le maillot monté sur le gazon, c'était déjà la porte du bonheur. C'est ça. Je vais choisir cet instant pour introduire mon complice, M. Hervé Onla. Certainement, lui a des questions. Oui, Raïm, vraiment, je suis déjà très honoré. C'est pas de... Merci. Que tu sois invité justement au café. Moi, je voudrais beaucoup plus revenir sur ta carrière de football, parce que c'est une carrière, c'est vrai, en tant que défenseur, c'est pas évident. Actuellement, c'est les attaquants qui font souvent la une des journaux, mais en tant que défenseur à cette époque, justement, tu as pu, au-delà de cela, n'est-ce pas, te refaire un peu une nouvelle santé dans le business. Mais moi, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est le fait que beaucoup de Burkinabés, n'est-ce pas, en 2004, se sont réunis pour vous, toi, en tant que capitaine, pour vous remettre une certaine somme, près de 2 milliards. Vous êtes revenu avec un seul but. Je voulais savoir, pendant cette période-là, toi, en tant que capitaine, comment tu l'as vécu? Et cet argent-là, toi également, en tant que capitaine, est-ce que vous l'avez reçu après, justement, cette débâcle, n'est-ce pas, en 2004? Est-ce que vous avez perçu cet argent? Ou bien éventuellement, vous l'avez décidé de ne pas le toucher? Ouais, bon, on garde de bons et de mauvais souvenirs de cet instant-là, puisque le bon souvenir, c'était la mobilisation du peuple. On a senti tout le peuple derrière son équipe nationale. Et comme vous dites, ils ont cotisé plus de 2 milliards. Mais je pense que dès que l'argent a été cotisé, ça a créé des problèmes. Ça a créé des problèmes. Et je me rappelle, Megamon nous avait proposé des motos sur le plateau. Et quand on est sorti, nous, on nous appelait gauche-droite. Chacun dit, c'est à moi la moto. Comme on ne vivait pas ici, on n'a jamais reçu de moto. Et quant à l'argent, ça a commencé à amener des problèmes. Quand on est arrivé à Toulon pour se préparer, je me rappelle, les joueurs ont revendiqué quelque chose. Mais on n'a rien reçu. Et je pense qu'en cette période aussi, le ministère et puis la fédération, il y a eu... Ils ne se sont pas trop compris. Et sur ça, en tout cas, ça a amené des problèmes. Et nous, ça nous a un peu déstabilisés. Et ce qui a été la cause même du départ du coach, puisqu'il était énervé. Depuis Toulon, avant d'aller à la Coupe d'Afrique, il nous avait dit qu'après la Coupe d'Afrique, lui quittait l'équipe nationale. Contrairement à certains joueurs, hein, c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait véritablement pas, tu n'étais pas dans des grands clubs avec beaucoup d'argent comme nos joueurs en ce moment. Mais ça m'étonne quand même que juste après, tu t'es fait beaucoup d'argent, après justement ta carrière footballistique. Comment tu as fait justement pour te réintégrer? Sans argent, c'était des petits clubs, entre guillemets, hein, que tu faisais, c'est les football clubs, c'est pas des clubs connus. Mais tu te retrouves maintenant d'être un grand businessman. Comment tu as fait justement pour réunir un peu toutes ces sommes et te lancer dans le business? Et vous savez, pour faire les affaires, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il faut avoir surtout les idées. Quand on a les idées, on cherche les moyens maintenant pour parvenir à ce qu'on veut faire. Donc, moi, depuis que je jouais, chaque contrat que j'ai signé, je me disais que c'était mon dernier contrat. Puisque dans un match, tu peux te fracturer la jambe ou bien avoir une blessure. Donc, il fallait économiser. Donc, c'est pour ça que j'ai économisé. Raïmo, une très grande compagnie justement de transport. Toi, tu es le président fondateur, si on peut le dire. Mais
450 millions environ, hein, parce que j'ai lu 500 au millions, départ, oui, justement au départ pour créer ça. Je me pose véritablement la question, cet argent t'appartient ou bien c'est un prêt? Non. Ou bien il n'y a pas de gens tout autour justement qui te poussent et qui mettent de l'argent en disant qu'effectivement c'est l'argent de Raïmon. Et au fait, vous savez pourquoi j'ai créé d'abord la compagnie de transport? Depuis que je jouais, vous savez, j'ai beaucoup d'amis. Je me demandais comment je pouvais aider mes amis, parce que si tu viens, tu donnes 5 000, 10 000 à chaque fois. Je pense que c'est pas bien. Donc, il fallait créer une société pour pouvoir employer ces gens-là. Ouais. Et c'est là d'où l'idée m'est venue. Je cherchais. Un jour, je suis arrivé à la gare de TCV pour accompagner un entraîneur de foot. J'ai vu qu'il fallait 2 jours pour prendre un ticket, pour avoir accès à un voyage, en cette période de vacances. Ouais. 48 heures, 72 heures. J'ai dit à l'entraîneur, j'ai dit, bon, moi je vais créer une société de transport. Il m'a regardé, il ne m'a pas cru. Sauf le jour qu'il a vu la compagnie. Il m'a dit sincèrement, je ne croyais pas. Ouais. Quand vous dites prête-non ou quoi, j'ai entendu dire. Et vous savez, ce que je n'aime pas dans la mentalité des Burkinabés, c'est ça, en fait. Puisqu'ils se disent que personne ne peut réussir sans qu'il y ait quelqu'un derrière toi. C'est normal qu'il faut quelqu'un derrière toi. Il faut la famille, il faut des amis pour te conseiller, tout. Ouais. C'est normal. Mais c'est pas forcément qu'il y ait quelqu'un pour te donner de l'argent. Ouais. Et pour dire comment j'ai créé la société, je vais dire simplement. Et j'avais économisé mon argent. Je voulais aller acheter des cars. Et M. Diakité, qui est mon parrain, qui a été mon parrain pendant l'ouverture, qui a été mon parrain à l'ouverture du centre. Je suis allé le voir dans son bureau, je lui ai dit, Président, il dit, j'aimerais ouvrir une compagnie de transport. Il m'a dit, vas-y petit. Et là, j'ai dit, bon, j'ai l'argent, je vais aller acheter des cars. Il me dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aller voir le banquier, il va te dire comment ça se passe. Ouais. C'est là que je suis allé à la BOA et voir M. Zampalegré qui est le DGA. Il dit, bon, voilà, je vais ouvrir ma compagnie, je vais aller acheter des cars. Il dit, non, c'est pas comme ça. L'argent que tu as, tu fais venir, on met ça en DAT. Ouais. DAT, beaucoup disent compte bloqué, c'est dépôt à terre. Ouais, bien sûr. Et nous, on te prête de l'argent. Bien sûr. Et tu donnes d'autres garanties en plus de ce que tu veux. On vous a montré toutes les techniques en fait, pour faire les affaires. Donc, tu donnes ça, et maintenant, on te débloque les sous. Donc vous avez donné les 500 millions là? C'est ça, je ne vais pas dire la somme que j'ai déposée sur le compte. D'accord, on a bien compris comment vous êtes lancé dans les affaires. Justement, oui. Et puis le centre qui est né justement en fin mai là, le centre de football, les jeunes sont derrière. Moi je voulais également savoir pourquoi tout le temps les footballeurs ont toujours cette manie de créer des centres de football et après, surtout au Burkina, après 2 ans, 3 ans, mauvaise gestion, on abandonne. Après on a vu Planète Champion, ça court maintenant les rues partout. Maintenant les footballeurs, les anciens footballeurs sont revenus, les professionnels autant pour moi sont revenus. Toi qui as créé ce centre justement, qu'est-ce que tu vises par rapport à ça? Parce qu'après, la gestion est souvent assez chaotique plus tard. Ouais. Oui. Et pourquoi créer ce centre? C'est ce que j'ai dit à Papus au dehors. Au fait, moi j'ai eu beaucoup de chance pour pouvoir être professionnel. Quand vous voyez d'où on vient et là où on s'est retrouvé, il fallait beaucoup de chance. Et c'est pas sûr que mes jeunes frères auront cette chance-là. Donc moi, c'est pour les aider à avoir plus de chance, puisque c'est pas sûr que tous deviendront professionnels. Mais j'ai appris beaucoup en Europe, puisque j'ai vécu au moins 13 ans là-bas, j'ai appris beaucoup. C'est ce savoir-faire que j'essaie d'amener. C'est pas sûr que tout sera parfait, mais on va se donner les moyens pour qu'on puisse réussir. Puisque quand on parle du centre, c'est pas moi seul, c'est tout le monde. Tous ceux qui, c'est les enfants qui sont au centre, ceux qui m'aident, les entraîneurs, ceux qui sont à la gestion quotidienne du centre, c'est tous ceux-là qui feront le succès de ce centre. Et sans oublier les parents qui sont dehors, tous les Burkinabés. Je pense que si tout le monde pense positivement à la réussite de ce centre, ça va réussir. Ça va réussir. Le centre a été officiellement inauguré il y a de cela une dizaine de jours. Oui, alors, tout le Burkina en est témoin. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est de bien fonctionner.
et que ces jeunes soient à la relève des étalons de demain. On voudrait quand même savoir une chose, pour un joueur, un footballeur comme toi, qu'est-ce que tu penses des étalons du Burkina actuels? C'est vrai qu'il y a eu une chevauchée fantastique à la CAN dernière, et en ce moment, quelle est ta lecture de la politique du football des étalons? En fait, moi, j'étais en Afrique du Sud pour les supporter. Je pense qu'ils ont fait un très grand parcours historique. Et pendant la demi-finale, j'étais revenu au Burkina, je n'ai pas suivi toute la CAN. Mais ce qui m'a plu, c'est l'union du peuple. Je n'ai jamais vu le peuple burkinabé uni pendant que ce jour-là. Toutes les vieilles que tu voyais étaient en maillot étalon. Toutes les vieilles à qui tu demandes, elles disaient que non, on allait gagner. Tout le monde était positif. Donc, moi, c'est ça que j'ai gardé. Est-ce que la fédération t'appelle souvent pour éventuellement pour que tu les assistes? Est-ce que tu es souvent de temps en temps contacté justement par la fédération pour aider quand même les étalons? Non, bon, je ne suis pas impliqué directement, mais quand on se voit, on se donne des idées. On se donne des idées, donc, et surtout mes jeunes frères qui jouent actuellement, si j'ai des conseils à leur donner, je leur donne ce conseil. Une question, on dit à l'intérieur d'un club, enfin d'une équipe nationale, il y a toujours des intrigues, il y a des amitiés entre des joueurs et des footballeurs. Dites-nous pour une bonne fois, est-ce que c'est une réalité ou une vue de l'esprit? En fait, nous, à notre temps, vraiment, on était soudés. Par rapport à aujourd'hui, on était soudés parce que la majorité des joueurs étaient bobolais. Vous voyez, l'esprit bobolais, c'est différent que quand on va vers Ouaga. Donc maintenant, il y a eu ce mélange et il y a le matériel qui est rentré beaucoup en jeu. L'affairisme. Voilà, les joueurs se regardent, qui a le meilleur téléphone, qui a la plus belle montre, la montre la plus chère, qui a la plus belle voiture. Donc, ça amène une certaine concurrence hors du terrain. Et donc, vous voulez dire qu'entre les Bobolais et les Ouagalais, il y a toujours ce conflit entre les joueurs? Entre les joueurs, je veux dire aujourd'hui. Ça existe toujours. Ça existe, c'est une question de jalousie parce que lui, il joue peut-être à l'Olympique de Marseille. Moi, je joue dans un petit club. Quand il me parle, je ne vais pas accepter parce qu'il pense qu'il est là-bas. Et ça a une influence sur le terrain. C'est sûr, quand on est soudé, forcément, il y aura le résultat que quand on n'est pas unis. Mais en tant que professionnel, il faut être professionnel pour savoir ça. On n'a pas besoin d'être amis aussi pour travailler ensemble. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Monsieur Rahim, une question. Peut-être vous êtes libre, il y a des jokers qui sont là, mais dites-nous, le plus grand attaquant en ce moment des étalons du Burkina Faso, à vos yeux, qui est-ce? Le plus grand attaquant du Burkina ces dernières années, c'est nous, Dagano. C'est clair. Oui, parce que cette question, on la pose parce que ça gamberge un peu dans nos esprits. Parce qu'en termes de statistiques, quand même, c'est le plus grand buteur. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce que on a l'impression que l'homme n'est pas bien à l'intérieur de lui-même. Il est un peu rejeté même également par ses fans. Vous voyez, c'est ça l'ingratitude du football. Et le football, c'est l'instant présent. Et on oublie ce qui s'est passé. Et je trouve que c'est très dommage. Et quand je le voyais à la CAN, quand on l'avait mis de côté, moi vraiment ça me faisait mal à sa place. Ça me faisait mal. Mais l'entraîneur a ses raisons, c'est lui qui décide. Donc que pensez-vous justement de Bansé? Bansé, c'est un bon attaquant, c'est pourquoi il est professionnel, parce qu'on n'est pas professionnel qui veut. Donc s'il est de l'autre côté, c'est qu'il a des qualités. Il a des qualités, mais ce que les gens doivent savoir aussi, la manière de jouer en Europe et en Afrique n'est pas pareille. Donc quelqu'un peut s'adapter au football européen et quand il vient en Afrique, il a des difficultés. Donc il peut avoir des difficultés. Et puis le public, vous savez, c'est comme quand on fait comparaison Drogba et tout, c'est pas le même style de joueur. Chacun a son style de joueur. Donc Bansé a sa façon de jouer, ça plaît à d'autres, ça ne plaît pas à d'autres. C'est comme ça. Un joueur des étalons du Burkina Faso, sa blessure l'a empêché de jouer, de retrouver les stades. Est-ce que vous avez entendu parler de ce garçon? Toussaint Natama? Toussaint, si, je connais Toussaint. Vous connaissez son histoire? Très bien, puisqu'on était ensemble le jour que ça arrivait. C'était là, à cette Toussaint Natama. Lors du match, c'était
c'était la préparation de la CAN 2004 en France. En France. Où il a eu un choc, c'est Boulot Baldé qui l'a donné un coup de tête sur la nuque. Et je me rappelle que quand on a fini le match, il s'est douché. Quand on partait, on le voyait partir sur le côté, il voulait tomber, c'est là on l'a attrapé. Mais directement, il a été pris en charge. Et on l'a fait soigner en France. Après, il est venu nous retrouver en Tunisie. En Tunisie. Donc, son contrat courait à sa fin, la saison 2004-2005, si j'ai bonne mémoire. Et maintenant, bon, la suite, tout le monde le sait, peut-être, il attendait un soutien du niveau de l'État, de la fédération. Il souffre d'une paralysie partielle, oui. Et en ce moment, l'homme est dépossédé de tous ses moyens. Il vit une vie difficile en ce moment. Est-ce que vous avez encore des connexions avec lui? Non, la dernière fois que je l'ai vu, ça date quand même. Est-ce que la solidarité au sein des étalons, ça existe vraiment? En réalité, ça n'existe pas parce que, comme vous avez dit, c'est entre copains, on s'appelle et autres. Bon, non, ça n'existe pas. Peut-être à travers vous, peut-être qu'on va créer ça. C'est une histoire douloureuse quand même. Bien sûr. C'est pourquoi je dis, je parle de l'ingratitude du football. Quand vous êtes productif, tout le monde est derrière vous. C'est comme quand vous pouvez être au sommet et toutes les portes s'ouvrent, mais le jour que vous n'êtes plus là-bas, on ferme les portes. Qu'est-ce qui justifie le fait que beaucoup de footballeurs, soit en dehors de vous bien sûr, burkinabés, quand ils jouent, peut-être même pendant qu'ils sont en train de jouer, ils n'investissent pas pour soit dans l'immobilier ou bien dans le business. On ne voit pas exactement ce qu'ils font. Et après, le football, ils disparaissent comme ça. Mais ils ne peuvent pas aller à la place des autres, non? Après, les autres joueurs, justement, les autres pays financent, investissent, ils font beaucoup de choses. Oui, mais je pense que ce qui se passe ici se passe partout. D'ailleurs, avec les footballeurs, il y a d'autres qui arrivent à investir, il y a d'autres qui n'arrivent pas à investir, qui bouffent tout leur argent. Et concernant les Burkinabés, comme vous dites, il y en a qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. On pense que parce qu'ils sont pros, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais il y en a qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Si vous prenez le Paris Saint-Germain, Ibrahimovic a combien de millions d'euros? Peut-être il y a quelqu'un qui va se retrouver là-bas avec 500 000 euros l'année. C'est un peu ça aussi. Mais comme je dis, quand tu gagnes, peu importe ce que tu gagnes, il faut pouvoir placer pour assurer tes vieux jours. Votre ami Moumi Dakano gagne quand même beaucoup d'argent. Oui, mais il n'a pas fini sa carrière. Donc il investit à sa façon. Donc on attend à la fin pour voir ce qu'il va faire. Donc on ne peut pas déjà le juger. C'est quand il va finir sa carrière qu'il va investir. Oui, puisque le problème, peut-être qu'il fait des placements que vous n'êtes pas au courant, dont moi je ne suis pas au courant non plus. Donc on ne peut pas juger quelqu'un. Il ne le montre pas. Pendant que vous étiez en activité, quand même. Oui, moi j'ai tenté des choses qui n'ont même pas marché. Au fait, moi j'ai eu la chance de faire des placements pendant que je jouais qui n'ont pas marché et qui m'ont servi de leçon. Parce que quand on attend à la dernière minute, tu investis, si ça ne marche pas, tu n'as plus d'argent. Au-delà de Raïmo et puis le centre de formation, vous avez encore quoi d'autre? Non, au début, tout le monde commence par l'immobilier. C'est ça. On commence à construire des maisons, mettre en location, tout, c'est ça. Ça vous en avez, des maisons, des hôtels En tout cas, j'ai des toits pour dormir. Toits pour dormir. Alors, Raïm et la politique. Oui. Alors, vous êtes en dehors, vous observez ce qui se passe, vous n'agissez pas, vous êtes où dans tout ça? Non, au fait, la politique, ce n'est pas mon domaine. Bien vrai que nous tous, nous devons voter. D'accord. Et pourquoi je n'aime pas la politique? Parce qu'on ne dit pas la vérité dans la politique. Donc, quelqu'un qui aime dire la vérité, quelqu'un qui est honnête, c'est difficile quand même de faire de la politique. C'est pas compatible. Voilà, c'est pas compatible. Vous recevez quand même le soutien financier de certains hommes politiques? Qui? Je demande. Dans quel domaine je vais recevoir des soutiens? Peut-être pour vos activités, comme Raïmo, la création de Raïmo. Mais ils n'ont pas d'activité à investir dedans. Ils vont pas venir me donner pourquoi? Comme un semblant de... Parce qu'il y a beaucoup qui sont des politiciens, mais malheureusement, ils ne veulent pas investir, passent par des joueurs, par des artistes, justement pour prêter un temps soit pour leur nom, justement à leur activité. Est-ce que vous en faites partie? J'apprends. Ce que vous dites, les gens disent ça.
Au fait, mais honnêtement, vous n'avez jamais... Je n'ai pas de preuves pour savoir qu'un tel est derrière un tel. Mais vous, je parle de vous. Vous n'avez jamais été contacté par ces... Jamais de la vie. Parce que moi, mes amis sont limités quand même. Ouais. En fait, si vous regardez dans mon entourage, je suis toujours avec mes copains d'enfance. Okay. Et au sommet, quand tu fais des connaissances, et c'est pas trop approfondi. Ouais. Ouais, donc, je me parle de ça. Raïm, est-ce que être enfant de Bobo Dioulasso, on est différent? Bien sûr, bien sûr. Quand on vient de Bobo, c'est l'éducation. C'est vraiment une autre éducation. Oui. Puisque ici, c'est beaucoup famille. On a beaucoup de famille. Beaucoup. Ouais, parce que à Bobo, tu ne peux pas manger et puis laisser ton copain. Ou ton copain ne peut pas manger et te laisser. Ouais. En même temps, c'est famille. Et ça, c'est tellement famille, c'est vrai. Ouais. Mais en même temps, on peut avoir 40 ans et être toujours au père de maman. Est-ce que c'est une bonne chose? D'un côté, ce n'est pas une bonne chose, mais de l'autre, ça peut être une bonne chose. Puisque si vous regardez dans notre culture, le premier fils reste toujours dans la cour familiale, oui, pour que ce lien-là reste. Parce que ce qui est mauvais aujourd'hui, oui, on part vers la culture européenne. Oui. Et si tout le monde va construire, tout le monde chez lui, après la cour familiale, ça devient quoi? Or que ça, je pense que c'est notre racine. Donc, des fois, c'est bon de rester dans la cour familiale. Oui. Mais il faut chercher à faire quelque chose. Oui. Comme on dit, il faut toujours chercher à mieux faire que ton papa. Oui. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut pas qu'à un certain âge, tu sois encore dépendant de la famille. La famille. Oui. Parlons maintenant à la jeunesse, vous, en tant que doyen, avec tout ce qui se discute en ce moment, comme remous sociopolitique, quel message, Raïm, à l'endroit des jeunes? Et ce que moi je peux dire aux jeunes d'abord, c'est de croire. C'est de croire, parce que je me rappelle quand j'étais à l'école, j'ai négligé l'école, puisqu'on se disait depuis ce temps que si on a les diplômes, on fait quoi? Il n'y a pas de boulot, tout. Mieux vaut avoir les diplômes que de ne pas en avoir. Ouais. Et je me dis que tout est possible. Tout est possible. Quand on regarde d'où je viens, je n'avais rien. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai un peu. Donc je pense que beaucoup seront dans cette situation. Donc ils peuvent arriver. Peut-être que parmi les étudiants de l'ICAO, on peut avoir un président du façon un jour. Oui. Beaucoup de, contrairement à ce que vous dites, il y a beaucoup de parents maintenant qui sont passionnés de mettre leurs enfants d'abord dans des centres de formation de football. Moi, ça me surprend quand vous le dites, parce que moi, je suis tout le temps, quand je rencontre des jeunes de mon âge, des personnes de mon âge, ils préfèrent d'abord, maintenant, cette fois-ci, mettre les enfants dans les écoles de football. Parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de diplômés, malheureusement, qui chôment. Ouais. Ils prennent le cas de Dorba, ouais, de vous-même également. Non, au fait, c'est vrai que vous avez quand même été à l'école. Au fait, le problème, c'est que les parents n'arrivent plus à maîtriser les enfants d'aujourd'hui. C'est ça d'abord. Si vous voyez, tous les parents qui viennent me voir, ils me disent que non, l'enfant ne veut plus aller à l'école, c'est ballon, vraiment on ne sait pas quoi faire. Je pense que beaucoup, c'est ça. Et sans oublier qu'on voit qu'il y a l'argent dans le football aujourd'hui. Mais ce qu'ils ignorent, par exemple moi-même quand je regarde ma vie, c'est comme si j'ai joué à la loterie. C'est une loterie, tu laisses l'école, tu joues au ballon. Si tu ne réussis pas au ballon, tu fais quoi? C'est ça. Tout le monde ne peut pas devenir professionnel. Quand on regarde, il y a l'Amérique, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique. Il faut voir, tout le monde pratique le football. Et les élus, il y en a combien? Bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc, c'est pourquoi les centres de formation, l'avantage aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'amener à travers le football à ce que les enfants là étudient. C'est ce qu'on fait chez nous. C'est ce qu'on fait chez nous. Donc là, s'il ne réussit pas dans le football, il peut faire autre chose. Café chaud pour remuer cette émission. Mesdames et messieurs, on allait chercher une voix masculine. Ici, tout le monde sait, à Bobo Dioulasso, dans presque toutes les familles,
on peut loger une voix de griot, de griotte. Ce garçon est originaire de la ville de Sia. Une voix posée, un timbre saisissant. Monsieur s'appelle Kansi. Anake munde ye dunuya kono sa mama yo ye de mi wolo kanake saraka ye dunuya kono ye mama yo ton fils ici-bas, que deviendra-t-il sur la terre, maman yo? Ton fils ici-bas sera pas sacrifié sur terre. Et Allah Dieu. Tolu konne ma vagabond koro, tolu konne ma vanipié, tolu konne ma le drogué, tolu konne ma ghetto boy. Voilà qu'aujourd'hui, moi je chante pour le ghetto boy. Hey mama yo, oh, iye demi woloche, anake monde ye dunuya kono sa mama yo. Ton fils ici-bas sera pas sacrifié sur terre. J'ai passé tout mon temps à fumer la galère. J'ai même plus de père ni de mère. Je suis sans repère, j'ai perdu mon identité, il me reste que ma carte d'identité. Je connais même pas la vie de la cité, moi j'ai perdu toute ma dignité. Ma vie je ne l'amène que dans des sous-couverts. Mon toit n'est pas bien couvert. Hey mama yo, oh, iye demi woloje, anake monde ye dunya kono sa mama yo. Ton fils ici-bas sera pas sacrifié sur terre. Je veux une main invisible pour mon soutien sur la terre. Hey nena sabali, iwo sabere kanelame. Hey nena sabali, iwo sabere kanelame. Je veux une main invisible pour mon soutien sur la terre. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Kansi. Eh oui. Eh oui. Ouais. Sur le long chemin de la vie, parfois, la misère frappe à notre porte, mais on veut rester digne. Et quand on a encore une voix pour chanter ce qu'on vit, ça veut dire qu'on est persévérant. Kansi! Kansi! Alors, on l'a vu dans le regard de notre invité. Comment tu l'as transporté? Raïm, dis un mot sur ce garçon. Pour toi qui t'intéresse aux jeunes qui tapent dans le ballon, la musique adoucit les mœurs, dit-on. Est-ce qu'on est sensible à ce genre de mélodie? Oui, il a du talent. Oui. Et on lui souhaite beaucoup de chance pour réussir parce que c'est pas facile dans la musique aussi. Oui. Merci. Alors, toi et moi, on est dans le secret des dieux, on sait ce qui se prépare, mais il faut mettre le public à l'abri de toutes ces informations qui peuvent nous piéger après. On attend que tout soit prêt et puis officiellement ils sauront. Ils verront, ils entendront cette voix douce et mélodieuse. Bonne carrière. Alors, il est de tradition à cette émission de café. Questions, réponses, c'est culture générale. Avant que Hervé nous pose cette dernière question. Papus, qui est le... Excusez-moi, oui. Avant d'aller, je pense que les gens ici sur ce plateau doivent peut-être mémoriser ces visages-là. Parce que moi, je suis sûr que dans peu de temps, on verra ces enfants-là dans des grands clubs européens.
Ouais. Il le dit avec conviction. C'est tout ce qu'on vous souhaite d'ailleurs. Voici les questions maintenant pour M. Rahim. Vous les marquez pas, on verra. Qui est le président, comment s'appelle le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso? On ne souffle pas mot, hein? C'est à M. Rahim qu'on pose la question. C'est vrai que c'est votre parent. Monsieur Soumalo Ouattara. Excellence. Applaudissements. Monsieur Soumalo Ouattara, je vous ai d'abord dit que c'est lui qui a parrainé cette sortie de l'équipe de café ici à Bobo-Dioulasso. Ouais. Il a tenu à ce qu'on soit là et qu'on rencontre les fils et les filles de Bobo-Dioulasso pour déguster un très bon café. Merci, monsieur. Merci. Excellence. Et il accompagne aussi les anciens internationaux à Bobo. Voilà. Donc, il fait beaucoup de choses. Ouais. C'est énorme. Qui est donc le ministre de la Culture du Burkina Faso? Comment s'appelle-t-il? Ça, je ne sais pas. Ouais, ça, il est déconnecté là. Ah, je sais pas. Ouais. Hein? Vous n'êtes pas showbiz, hein? Ouais. Monsieur Baba Amam. Baba Amam, ok. Qui est, si je vous dis le président, je vous déroute. Allons dire la présidente de la République de Centrafrique. Ouais, la toute nouvelle, la dame. Et la nouvelle, c'est déjà bien. Oui. Elle est venue après, pendant la guerre. Oui, c'est sûr. Ça, sans vous mentir, j'ai oublié. Ah. Alors, on va voir si les étudiants de l'UCAO peuvent vous venir à la rescousse. Donnez un micro à un volontaire. Et sincèrement, si vous ne l'avez pas, vous les étudiants, ce serait une grosse insulte faite à votre grande école. Qui peut sauver l'honneur? Un micro. Voilà, donnez le micro là-bas. Il y a un micro déjà dans le fond, non? Oui, allez-y. Mademoiselle, levez-vous. Bonjour. Bonjour. Et voici celle qui va sauver du chaos. On applaudit. Alors, laissez-moi vous dire qu'en ce moment, les cœurs battent très fort. On se dit, mais si elle se loupe, c'est une honte nationale et même internationale. Vu que le café a une honte universitaire. Mademoiselle, tranquillement, on va le dire à voix basse et on verra. Okay. Elle s'appelle Catherine Samba Panza. Waouh. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. Merci. C'est lui qui doit commencer par vous dire merci à monsieur Rahim. Alors, qui a remporté la dernière Champions League? Et quand vous êtes footballeur, il faut que vous soyez précis. Qui a marqué les buts du Real et qui a marqué les buts de l'Atlético? Le but au fait, je n'ai pas regardé le match. Ouais. Je sais que le Real a gagné 4-1. Oui. Et ça s'est terminé 1-1 et prolongation 4-1. Je sais que Ronaldo a marqué. Ronaldo a marqué. Et Ronaldo, Benzema, non. Et le... Sergio Ramos. Le Gareth Bale. Ouais, Gareth Bale, oui. Et Gareth Bale et... Qui a marqué encore? Voilà, tes parents, ils sont là. Le Brésilien. Sergio Ramos. Ah, Marcelo a marqué. Marcelo. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, c'est déjà bien. On vous accorde le point parce que vous connaissez le score et vous savez qu'il a remporté. Et voici la dernière question. Cette fois-ci, c'est musique. Musique. Qui a remporté le dernier Koundé d'or? Je n'étais pas au Burkina. Là, on va pas... Je n'étais pas au Burkina. On va pas vous parler. La télé, c'est satellite. La TNB, c'est satellite. Non, mais là où j'étais, il n'y avait pas RTV. Ah bon? Il n'y avait même pas TV5. Donc... D'accord. Et Koundé, c'est Flobi, non? Flobi Koundé, Flobi était Koundé en 2010. 2010. Donc, Alif Nawa. Merci. Alif Naba, le dernier Koundé. Hervé, dernière question. Et
Oui, nous sommes en train de nous... à 5 jours, hein, enfin, de la Coupe du Monde. Je voulais ton pronostic objectivement. Ouais. Quel est, selon toi, le pays qui, pour toi, est apte à remporter cette coupe? La Coupe du Monde 2014. Le pays apte à remporter, je pense que d'abord l'Allemagne vient chaque fois, chaque Coupe du Monde, chaque grande compétition, l'Allemagne est à l'arrivée. Oui. Et le problème, on peut dire le Brésil, mais on ne sait pas s'ils pourront supporter la pression. Puisque vraiment, ils ont une forte pression sur les épaules. Oui. Donc tout dépendra comment ils vont gérer ça. Sinon, je pronostique que les 4 qui vont arriver en tout cas, oui, c'est l'Allemagne, le Brésil et l'Espagne et l'Italie. L'Italie. On va retenir aucune équipe africaine. Mais voilà, si la prophétie se réalise, Monsieur Rahim, on va vous appeler au téléphone et on va vous inviter ici au café. Oui, on supporte tous les équipes africaines. Oui, mais vous savez, le problème de l'Africain dans la haute compétition, c'est la concentration. Oui. Donc quand ça arrive à un certain niveau, on lâche. On lâche. Ouais. Donc c'est ça. Au fait, il y a des problèmes extra sportifs qui arrivent, qui mélangent, qui jouent sur le résultat, tout ça. Alors, Rahim. Une autre question, dernière. Oui. Contre le dernier match, hein, Algérie-Burkina, objectivement, selon toi, est-ce que l'Algérie, honnêtement, mérite justement sa Coupe du Monde? Nous, on a raté notre qualification à Ouagadougou. Je pense que si on avait fait une bonne prestation à Ouagadougou, on pouvait être qualifié. Et on a pris des buts qui ne devaient pas prendre. Ouais. Donc depuis lors, on savait que ça allait être difficile. Et quand tu vois le sérieux que les Algériens ont mis sur ce match, ouais, puisque les supporters sont venus avec combien d'avions à Ouaga, ouais, pour suivre le match, après prendre l'avion partir. Ouais. Donc ça montre déjà l'importance qu'ils avaient à ce match qu'ils accordaient. D'accord, donc qualification méritée tout simplement. Monsieur Rahim, nous, comme on dit à cette émission Le Café, l'idée c'est de retracer le parcours des gens, leur donner la parole, qu'ils s'expriment, qu'on voit toujours que tout commence au bas de l'échelle, petit à petit, et on vient par finir son œuvre qu'on a cogité dans l'esprit. Et c'est ce que vous avez fait. Aujourd'hui, vous avez grandi, tout se passe bien, et votre mère, elle est fière de vous. Votre père, je crois que là où il se trouve, il peut vous regarder avec beaucoup de joie. Je voudrais qu'on vous donne la parole une dernière fois. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce café? Ce café est vraiment une grande émission, puisque déjà à travers ce café, et vous mettez les gens en valeur, ceux qui entreprennent des choses, comme le monsieur qui vient de quitter avec son association, et l'artiste qui est là, et peut-être moi, que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Donc vraiment, on vous encourage dans ce sens. Et je trouve qu'il fallait créer cette émission aussi, puisqu'il faut créer. Merci. C'est pas évident. Rahim. Et voici les notes maintenant qui vont tomber du chaos. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette émission? Et le premier à se jeter s'appelle... Ah non, c'est une demoiselle. Miss Ouedraogo, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes inscrite en génie civil, en année de licence. Comment vous allez? Oui, ça va. Et ce café de Rahim? Ah, ce café était vraiment bien chaud. D'accord. Et j'ai vraiment apprécié. Le goût était quand même agréable. Agréable. Donc, je lui attribue la note de 9. Et qu'est-ce qui justifie cette note? Et ce qui justifie cette note, c'est que d'abord, il a été honnête. D'accord. Il n'a pas pris de joker. Ok. Et les questions, il les a répondues clairement. Ce qu'il ne savait pas, il a dit qu'il ne savait pas. Et ce qu'il savait, il a essayé de défendre ça, en nous demandant quand même de temps en temps de l'aide. Donc ça va quoi, j'aime bien. Ah. Donc, alors Rahim, voici la fille qui trahit le secret quand même. Elle vous souffle l'information et elle le crie publiquement. D'accord, montrez votre note à cette caméra-là, qu'on la voit très bien. La note de 9 sur 10, mademoiselle Ouedraogo. Merci.
On va balancer le micro à M. Ouedraogo. Ah, mademoiselle Ouedraogo Noëlla. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Papus. Oui, comment vous allez? Ça va. Et ce café de M. Rahim? Il était quand même un peu brûlant. Ouais, un peu brûlant, quelquefois quoi. Quelquefois. Ouais, vous êtes en biologie L1. Oui. Alors, qu'est-ce que vous recherchez en filière biologie? En biologie, en première année, on a un tronc commun, on fait tous la biologie. Oui. À partir de la deuxième année, on a appelé à choisir entre l'agroalimentaire et l'analyse biomédicale. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez choisir? Moi, je vais choisir l'analyse biomédicale. Oui. Ok, merci. Travailler dans les laboratoires. Ouais. Elle a la tête d'une fille très intelligente. Hein? Ouais. D'accord. Donc, dites-nous, qu'est-ce que M. Rahim a mérité à ce café? Pour moi, M. Rahim a mérité la note de 7 sur 10. 7 sur 10. Oui. Ouais. Applaudissements pour le 7. Ah oui, c'est pas une mauvaise note. Hein. Au café, on a vu des 3,50. Ouais. Donc 7 sur 10, c'est vraiment la moyenne. Au-dessus d'ailleurs. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette note? Et ce qui a motivé cette note, d'abord, il y a le fait que je lui ai retranché des points pour le fait qu'il y a des questions qu'il n'a pas connues. Normalement, qu'il devait connaître le ministre de la Culture. Ça gêne un peu, quoi. Ça gêne un peu, quoi. Ouais. D'accord. Aussi, bon, j'ai aussi apprécié sa franchise. Ouais. Et son parcours, la manière dont il reprenait les questions, bon, c'était vraiment... Applaudissements pour vous. Et montrez votre note à la caméra. Voilà. Voilà. Merci. Merci, Miss. Voici Kambou Olo Yves. Droit. C'est votre délégué? Non, on ne sait pas, hein, mais quand même. Monsieur Kambou, bonjour. Oui, commandant. Vous êtes en droit? Oui, effectivement. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de ce café? Bon, on peut dire que ce café a été très chaud. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez retenu de notre ami? Bon, je vais commencer d'abord par sa franchise. Oui. Pour les questions, il a vraiment assuré. Oui. Et bon, je peux dire que c'est vrai qu'il titubait. Mais bon, ben on a tous ça souvent et il a vraiment assuré. Il a assuré. Donc il a mérité combien? Il mérite la note de 8. La note de 8, voilà. Là-bas, sur notre écran. 8 voilà. Sur 10. Et on compte aussi pour un partenariat Raimo UKO pour nos étudiants. Ouais, merci. Les étudiants, c'est des grands opportunistes. Et là, on a ouvert la brèche, l'homme s'est engouffré. Merci, cher ami. Voici M. Djibrilou Manzo Abdul Aziz. Le procureur. Ah ouais. Le procureur. Bonjour, cher ami. Bonjour. On vous appelle le procureur. Ah ouais? Droit 1. Vous convoitez déjà? Droit 2. Oui. Ah oui, droit 2. Ouais, c'est bien écrit. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue au café. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce café? Ah, ce café est vraiment bouillant. Bouillant. Chaud, quoi. Comme le procureur. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de notre cher ami? Ah, vraiment, ce que j'ai retenu de l'intervention de M. Rahim, oui. C'est que Rimo, oui. Son parcours a été vraiment entreprenant. Oui. Il a été vraiment courageux oui. Dans sa vie à entendre parler vraiment de ce parcours. Okay. Ah ouais, comment il a pu évoluer, oui. Surmonter les difficultés de la vie. Et aujourd'hui, voilà, il est devenu quelqu'un de grand. Oui. Ah ouais. Il a mérité combien? Et je lui ai attribué la note de 8,50. Merci, applaudissements. Et donc, on va demander à M. Kambou Olo de présenter maintenant cette grande école qu'est l'UKO. Alors, et si on vous disait exercice de style en 1 minute, 60 secondes, hein? Voilà, vous nous présentez l'UKO. Ok, sans problème. On peut dire que UKO, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, compte cette unité universitaire à travers la sous-région. Et Bobo fait partie de la commission épiscopale Burkina-Niger. Là, on a des étudiants venant du Niger, du Tchad, du Bénin, du Mali, de la Guinée, la Côte d'Ivoire. Et presque, on a 8 nationalités au sein de notre université. Et on a aussi
8 filières, dont 7 sont reconnues par le CAMES. Voilà. On a envie de dire que c'est une école qui symbolise l'intégration. Voilà. Ouais. Dernièrement aussi, on a eu une sortie sur Bamako où on est allé visiter l'université catholique de Bamako, leur unité. On revient ici, on est revenu avec vraiment un cœur rempli de joie, avec l'accueil qu'on a eu là-bas. Et aussi, on peut dire que l'université catholique, chaque unité universitaire a sa spécialité. Chez nous, c'est biologie, et surtout agroalimentaire. Donc, on met plus l'accent sur ces filières. Mais on peut dire aussi, je suis un étudiant de droit, donc, mais la plupart des étudiants de l'UCAO sont des juristes. Et donc, alors, nos salutations à l'ensemble de tous les étudiants des universités catholiques à travers l'Afrique de l'Ouest. Salutations particulières à ceux de Bamako qui vous ont reçu. Effectivement, un grand remerciement. Merci monsieur, applaudissements pour lui. En tout cas, il a mérité son titre de délégué, il nous a donné une liste à temps, il a bougé, il a inscrit les gens et on voit bien que cette salle est pleine, les visages sont beaux et vous êtes formidables. Mesdames et messieurs, ainsi le café va prendre fin, mais non sans avoir la note de celle qui a installé M. Rahim. Venez mademoiselle Lengani. Venez, voilà, installez-vous là. Bonjour mademoiselle Lengani. Bonjour. Voilà, vous avez suivi votre invité, vous l'avez trouvé comment? Je l'ai trouvé très sincère. Oui. Et son témoignage est poignant. Oui. On sent qu'il parle avec une expérience de la vie qu'il a fortifiée. Et on le remercie beaucoup parce qu'il a un exemple. Oui. On peut remarquer qu'il est très humble, malgré ce qu'on peut dire qu'il est réussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, celle-là, elle a fait le meilleur commentaire. Ouais. Un commentaire qui sent la bonne note. Et donc, on va la découvrir. D'accord. Je lui ai attribué la note de 9 sur 10. « 9 sur 10. Faute de donner 10, vu que ce sera la perfection. Oui. Et pourtant, l'homme n'est pas parfait. Et quand on me fait le cumul au niveau de la réal, on me dit que ça fait 8,3 sur 10. Applaudissements pour M. Rahim.